Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce rendez-vous consacré à la simulation massive en réseau qu'on a appelé SMR. C'est l'un des stands qui a connu une des plus fortes... je vous en prie, madame. Une des plus fortes taux de visite de ce forum Innovation Défense. La simulation massive en réseau par le Serious Game, c'est ce que la dame est également en train d'expliquer. Installez-vous, vous allez avoir l'opportunité d'avoir nos 4 intervenants qui sont à côté de moi. Je vais leur demander tour à tour de se présenter. On va se démasquer pour le temps de cet échange. Colonel de San Nicolas, je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît, pour commencer. Bonjour à tous. Donc, je suis le colonel de San Nicolas, chargé de mission de transformation numérique auprès du major de l'armée de l'air et de l'espace. J'ai laissé la parole, on va le faire dans cet ordre-là. Laurent Tard, s'il vous plaît. Bonjour, donc je suis le président de l'Association française pour la simulation, avec un passé dans l'armée de terre où j'ai fait de la simulation aussi pendant 15 ans. Emmanuel Forçant, bonjour. Bonjour, je suis le directeur général de l'Agence française pour le jeu vidéo. Colonel Bertrand, bonjour. Oui, bonjour, colonel Bertrand, et je suis le responsable conduite de projet simulation massive en réseau pour l'armée de l'air. Alors avant d'en arriver à la SMR, à la simulation massive en réseau, que vous avez peut-être découvert dans l'une des cabines situées là-bas sur notre gauche, je vais commencer avec vous, colonel de San Nicolas. On va refaire un tout petit peu d'histoire. Comment le wargaming a été inventé par les militaires? Alors le wargaming, si on retourne dans l'histoire, a été inventé au VIe siècle par les Indiens. Alors le nom de ce jeu-là était le Chaturanga, qui était en fait une représentation de la bataille au profit des autorités indiennes. Et donc ce jeu a ensuite été décliné en une sorte de jeu, le jeu d'échecs, les fameuses 64 cases, où en fait à l'intérieur de ce jeu, si vous vous souvenez du jeu d'échecs, vous avez la tour, les fous, etc. Donc représenter en fait chacune des pièces les plus importantes de la bataille qu'il fallait gagner avec les pions qui défendaient ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le jeu a été décliné au fil des temps et au fil des âges, notamment plus tard en France, et a été repris avec on va dire sa remise à niveau par les Allemands sous le forme de Kriegspiel, et il est reconnu notamment, alors c'est avéré ou plus ou moins, que la guerre de 1870 a été préparée par un wargame et donc a permis aux Allemands de remporter la victoire contre la France lors de cette bataille. Et ensuite, évidemment, plus tard dans l'histoire, le wargaming a été repris par les anglo-saxons et a ensuite été décliné dans le monde entier. Le parallèle à faire aujourd'hui, en fait, c'est que ces fameuses 64 cases ont toujours évolué dans l'histoire et au bout d'un moment, en fait, limité les mouvements des pièces dans le jeu. Et donc, on est arrivé, pour ceux qui ont fait du wargaming sur plateau, à des cases orthogonales. Et c'est ce qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans tous les jeux. Si on prend par exemple League of Legends, le déplacement des joueurs dans le jeu recopie plus ou moins ce que vous pouvez trouver dans le wargame, et donc vous pouvez remonter au VIe siècle, puisque c'est là où sont ses origines. Tout ça pour dire en fait que les militaires ont inspiré en fait l'utilisation de ces jeux-là pour en arriver à des jeux qui aujourd'hui sont très modernes. Comment vous en servez aujourd'hui dans l'armée de l'air? Alors en fait aujourd'hui, donc vous avez entendu l'annonce de la ministre pas plus tard que hier. Il faut savoir aujourd'hui que 6 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo au moins 1 heure par semaine. Donc les générations qui arrivent dans l'armée de l'air et de l'espace, comme dans les autres armées, arrivent naturellement avec ce type de jeux vidéo. Donc si on prend par exemple le projet SMR, ce que dira le colonel Bertrand tout à l'heure, moi il y a 20 ans, quand j'arrivais avec mon Flight Simulator, parce que je suis quand même un gamer, on ne croyait pas trop en fait à la simulation à l'époque, puisqu'on avait déjà des systèmes particulièrement sophistiqués qui permettaient l'entraînement de nos pilotes, et on ne voyait pas l'intérêt du ludique, puisqu'en fait la problématique du wargaming ou du jeu de guerre, s'il n'était pas épousé dans les organisations, c'est qu'il y avait le terme de jeu. Et ce terme de jeu en fait était très péjoratif pour le personnel militaire, puisqu'on allait vers le jeu, ce qui valait en fait à un prince allemand, quand il a vu l'utilisation du wargaming ou du Kriegspiel, il a dit à tous ses officiers, à tous ses généraux, non, ce n'est pas un jeu, c'est l'entraînement à la guerre. Donc nos jeunes qui aujourd'hui arrivent dans les forces, pour la plupart ont déjà utilisé des jeux vidéo, et notamment dans le cadre de la SMR, qui est un cas assez spécifique, ils sont inspirés d'un jeu vidéo de combat aérien, ils y ont trouvé une sorte d'intérêt à l'entraînement des missions opérationnelles, et donc ils l'ont importé avec leur philosophie et leur manière de jouer. Alors même s'il y a les simulateurs très fidèles, très fidèles et de très haute qualité dans les unités, il y a une appétence pour le jeu vidéo de toute façon chez les aviateurs aussi, parce qu'il y a quelque chose qu'on retrouve. Je sais pas, je pensais à l'APO, j'ai passé un peu de temps dans l'APO d'une base aérienne, il y avait une PlayStation et ça jouait énormément. Alors en fait, l'être humain aime jouer.
Il adore jouer et il adore apprendre en jouant. Alors, un simple exemple qui est éloigné en fait de l'univers du jeu vidéo. En tant que chargé de transformation numérique, on a mis un grand programme avec la Direction générale du numérique sur l'acculturation numérique. Alors pour les plus jeunes qui sont dans la salle, je pense que vous connaissez le logiciel pix.fr qui vous permet en fait de monter en compétences numériques. Et donc moi je me suis dit en tant qu'officier, alors pour ceux qui connaissent l'organisation, est-ce que j'envoie un message formel à toutes les unités de l'armée de l'air en leur disant je vous demande de bien vouloir essayer ce logiciel afin de pouvoir valider vos qualités, je vous le donne en 1000, à 100% je vais échouer. Et je me suis dit comment je vais augmenter cette expérience-là et je me suis dit eh bien, on va gamifier l'expérience du jeu. Et donc, j'ai repris les traditions de l'armée de l'air et de l'espace. Donc, pour les fanats d'aéronautique, vous pourrez regarder sur Internet la Coupe Comet. La Coupe Comet, c'est une compétition entre escadrons de chasse où ils doivent mettre en œuvre le plus vite possible des avions, faire des combats aériens, etc. Et on élit le meilleur combat. Donc, vous faites tout de suite le rappel. J'ai pris le raccord, j'ai pris pix.fr, j'ai créé la Coupe Comet du numérique et j'ai dit aux unités de l'armée de l'air vous devez avoir le plus grand nombre de participants et ceux qui ont le plus de participants qui auront fait le test seront les gagnants du jeu. J'ai fait ça entre les bases aériennes et les grands commandements. À ma plus grande surprise, ceux qui étaient le plus fans du jeu, c'était les 4 étoiles, nos chefs, qui voulaient absolument gagner à ce jeu-là. Et donc on s'est rendu compte que la gamification, par l'exemple, apportait une vraie plus-value en fait, à ces gens-là. Est-ce que plus on est professionnel proche du thème du jeu, plus on joue sérieusement ? Je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est que même si l'autorité voulait gagner, c'est qu'ils se sont pris sérieusement en fait, à ce challenge parce qu'ils savaient qu'inéluctablement ils seraient comparés les uns aux autres et donc il y a un mécanisme cognitif qui se met en place de manière à mettre des stratégies. Typiquement une base aérienne, le commandant de base a carrément embarqué toute sa base aérienne. Il a donné des heures de présence pour les gens chez eux de façon à remporter la victoire. Donc il s'est inspiré de son mode de fonctionnement sérieux pour aller dans le jeu et de manière à remporter une vraie victoire. Je crois avoir entendu sur le stand d'hier qu'il y a une compétition internationale qui est en train de s'organiser et que je crois qu'au niveau de l'état-major, on y participe énormément, on tient à y participer. Effectivement, on sait que nos camarades anglais et notamment américains entrent aussi dans ce domaine du jeu vidéo et notamment de l'e-sport. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans cette génération qui arrive, mais pas que, moi par exemple je suis un quinca et je suis un gamer convaincu, on voit bien qu'en fait ça prend toutes les couches et on voit aujourd'hui que l'e-sport, le jeu vidéo, pratiqué de manière compétitive, peut amener des comparaisons entre unités et peut créer une sorte d'émulation au sein du collectif. Et donc en termes de transformation numérique, ce qui m'intéresse dans le gaming, c'est que je suis intimement persuadé que toute personne qui pratique régulièrement le jeu vidéo ou le gaming va forcément augmenter ses qualifications d'acculturation au numérique, ce qui pour moi, en tant que chargé de mission Transfonum, est hyper important puisque je montrais naturellement le niveau d'acculturation du personnel de l'armée de l'air. Évidemment, ça les emmène. Emmanuel Forçant, je voudrais qu'on donne la définition de serious game. On a beaucoup parlé de ça sur le stand de la SMR tout au long de ce forum. C'est quoi le serious game ? Alors, je vous ai préparé une définition. Donc, le serious game, c'est une intention sérieuse abordée de manière ludique et interactive. L'interactivité a aussi son importance. Et parmi les intentions, en fait, on a 4 grandes catégories que vont être la santé, l'éducation et la formation, la communication et la recherche. Donc voilà, ça, c'est les 4 grands secteurs qui vont être touchés par le serious game. Et c'est important de le préciser, le serious game, c'est pas forcément que du jeu vidéo, puisque ça a été inventé avant le jeu vidéo. Ça peut être du jeu de plateau, ça peut être du jeu de rôle. Tous les jeux peuvent être des jeux sérieux. Je vais vous donner quelques exemples rapidement sur les différentes intentions. Donc je parlais de santé. Aujourd'hui, donc on a par exemple Silver Geek, qui est un tournoi de bowling entre EHPAD sur Wii. Alors ça peut faire sourire, mais en même temps, ce tournoi de bowling entre EHPAD, aujourd'hui, il favorise le bien vieillir et il aide les seniors à développer des liens intergénérationnels. Donc voilà, un exemple de l'utilisation du jeu vidéo dans la santé. On a aussi DISAP qui a pour objectif d'aider les parents et les enseignants à repérer et mieux accompagner les enfants dyslexiques et dyspraxiques. Voilà, il y en a une ribambelle comme ça dans la santé. Rémission aussi, qui est un jeu qui s'adresse aux jeunes patients atteints du cancer, qui leur permet de mieux comprendre leur maladie à travers un jeu. Et donc,
grâce à ça, de mieux accepter toute la médicamentation et tout le traitement. Formation et éducation. Il y a tout un tas de simulations qui ont été développées, notamment des simulations en 3D qui utilisent la réalité virtuelle, qui permettent d'éviter tout ce qui est accident industriel, justement en les simulant. Il y a donc Ubisoft, par exemple, pour ne citer que, qui a ajouté à Assassin's Creed ce qu'on a appelé le Discovery Tour, qui permet à l'intérieur du jeu d'avoir réellement une espèce de musée qu'on va pouvoir visiter avec tout un tas d'informations bien réelles sur l'Égypte antique. Qu'est-ce que j'avais donc l'aspect de communication. Donc, un des premiers serious games tel qu'on l'entend et qui va intéresser, et certainement que vous le connaissez, c'est America's Army. Voilà, America's Army, c'est un serious game de communication. C'est pas pour de la formation, il n'est pas là pour former des militaires, il est là pour aider l'armée américaine à communiquer sur le fait qu'ils recrutent, que c'est cool d'être un militaire, qu'il faut venir s'enrôler dans l'armée américaine. Donc ça, c'est voilà, ce qu'a fait America's Army. C'était en 2002. Pour la petite anecdote, Ubisoft a réalisé les versions PS2 et Xbox à l'époque d'America's Army. Pareil sur la communication, alors après il y en a eu des kyrielles de faits sur l'intérêt de telle ou telle société, l'intérêt de tel ou tel service, etc. etc. Donc des jeux en réalité augmentée qui ont pour objectif de faire venir les clients dans les magasins, etc. etc. Dernier point, c'était la recherche, puisque en fait c'est peut-être un secteur qui est un peu moins connu en termes de serious gaming. Un jeu qui a été développé qui s'appelle Reverse the Odds. Les jeux analysent en fait de vraies images de cellules qui sont atteintes du cancer et ils donnent des informations, donc ils sont des milliers à jouer à ce jeu, voire des millions, et ils donnent des informations, donc les informations qu'ils analysent sont envoyées aux chercheurs. Et ça permet donc, à travers une gamification d'analyse d'images, d'analyse de cellules, d'aider justement les chercheurs à avoir des informations de type massive. Et j'en avais un autre qui était Project Discovery, qui est une initiative de recherche scientifique qui a été développée au sein de EVE Online. Pour ceux qui connaissent EVE Online, c'est un MMO galactique. Et à l'intérieur de ce MMO, en fait, les joueurs participent à la classification de données scientifiques qui sont ensuite envoyées aux scientifiques pour les aider dans leurs recherches. Voilà donc un spectre des serious games. Ouais, assez large, voilà, et qui complète évidemment cette idée qu'on peut jouer très sérieusement et que les professionnels peuvent vraiment s'en emparer. C'est quoi les jeux auxquels vous jouez? Je pense que c'est une question qui va sortir tout à l'heure, mais quand on est un professionnel, le serious game, on l'adapte à quoi comme jeu? Vous parliez de choses très anciennes comme DCS tout à l'heure. Alors par exemple pour le stand, effectivement, le jeu utilisé aujourd'hui c'est DCS World, puisqu'en fait certaines machines qui sont dans le jeu, notamment le Mirage 2000 est présent. Évidemment, on sera peut-être amené à développer d'autres modèles de vol. Et donc, c'est ce qui correspond aujourd'hui à cette jeunesse qui est entrée dans l'armée de l'air et qui a sûrement appris à piloter un avion avec ce jeu vidéo. Je prends un autre exemple où des gens peuvent s'entraîner de manière type serious game. Il y a quelques années, j'étais sur une base aérienne et une ingénieure de l'armement devait passer une qualification ingénieur navigant IFR. Et un jour, donc, elle est venue me voir, parce que moi, je suis un fanat de Flight Simulator, et elle m'a demandé la machine qu'elle voulait utiliser. Et en fait, elle avait eu l'idée à l'époque, donc on parle des années 2000, d'utiliser le logiciel Flight Simulator pour préparer ses navigations la veille, de façon à ce que le lendemain, quand elle faisait son vol de qualif, elle n'avait pas le stress de la navigation et pouvait se focaliser sur le pilotage de la machine. Et donc, effectivement, au bout de quelques semaines, elle avait réussi son brevet de pilote. Donc, en fait, les gens développent des stratégies en se disant comment je peux m'améliorer derrière et l'utiliser pour la mission. Voilà, préparer sa qualification. L'IFR, c'est vol aux instruments, c'est ça? L'IFR, c'est le vol aux instruments qui a une qualification qui est assez difficile à passer, surtout quand vous devez gérer et votre avion et aussi gérer la partie navigation du plan de vol. On fait un peu de pédagogie aussi pour ceux qui ne sont pas forcément à jour là-dessus. L'annonce de la ministre, je voulais qu'on y revienne parce que vous l'avez dit tout à l'heure, elle a annoncé en fait un lien encore plus fort entre jeux vidéo et armée.
Alors effectivement, hier, la ministre, en fin de discours, a annoncé la création d'une association pour l'e-sport. Donc pour les armées, ou du moins notamment pour l'armée de l'air, notre premier objectif, c'est de créer un collectif autour de cette pratique. En fait, c'est ce qui se passe déjà dans beaucoup d'autres sports dans les armées. Hein. Si on fait de la course à pied ou du volleyball ou du foot, on a des clubs sportifs et artistiques qui permettent de rassembler un collectif autour de cette pratique et donc de dégager de futurs champions qu'on pourrait aligner éventuellement à des Jeux Olympiques. L'idée concernant cet aspect d'e-sport, c'est de rentrer dans notre temps avec cette génération qui entre dans l'armée de l'air, c'est de leur offrir un environnement pour jouer à n'importe quel type de jeu. On pourrait prendre par exemple, je suis au commandement de l'espace, et ben quand j'ai frappé à la porte du commandement de l'espace, si les gens sont dans la salle et connaissent les jeux vidéo sur les jeux spatiaux, bon, m'a sorti Kerbal Space. Donc on peut très bien imaginer qu'on détecte des talents qui sont ne serait-ce qu'un cuisinier dans une base aérienne et qui est un dingue de Kerbal Space et qui a développé des aptitudes au pilotage de satellites, ce qui peut être le cas. Laurent Tard, je viens avec vous maintenant. On reviendra sur le e-sport certainement, Emmanuel Forçant, dans quelques instants. Laurent Tard, si on refait un tout petit peu d'histoire, comment le Serious Game arrive dans les armées? C'est par les fanas, les passionnés? Alors en fait, c'est une vieille histoire. Ça commence dans les années 2000 et c'est rentré par toujours des passionnés du jeu. Hein, donc moi, j'ai connu un peu les débuts, notamment dans l'infanterie. Il y a aussi dans la cavalerie, mais l'infanterie, en fait, c'était un caporal ou un caporal-chef qui jouait à Opération Flashpoint. Et finalement, il s'est dit que ça pouvait aider à l'entraînement des unités, des groupes de combat qui, avant d'aller sur le terrain, grâce à ça, pouvaient, un peu comme dans l'armée de l'air, répéter les ordres, répéter les procédures pour qu'une fois sur le terrain, finalement, on puisse être à l'aise avec ça et se concentrer sur l'aspect physique du terrain. Puis par la suite, ça s'est développé. Alors, en tout cas, pour le chef, ça a eu beaucoup de succès puisqu'il a monté sa propre boîte. Après, c'est assez intéressant. Et surtout, ce qui était assez intéressant à cette époque, c'est que l'enjeu, c'était d'avoir des modèles 3D fidèles à la réalité, ce que l'armée n'était pas capable de faire. En revanche, la communauté du jeu, elle, était très intéressée de fabriquer ces modèles. Et donc, il y a eu un partenariat où l'armée donnait les données, justement les données pour fabriquer ces modèles, et en retour, ils pouvaient avoir ces modèles. Et puis ensuite, ça s'est répandu, et il y a un jeu qui s'est énormément répandu dans les armées, qui est Virtual Battle Space, donc différentes versions, et qui est un héritier du jeu Arma. Un mot sur les simulateurs. Les simulateurs restent en place. C'est en parallèle, ça complète le simulateur ou ça a remplacé complètement les simulateurs? Alors en fait, il y a une vraie question, puisque dans les armées, il y a quand même environ, un peu moins de 400 systèmes de simulation de toutes sortes. Hein, donc ça va du simulateur de tir jusqu'au simulateur d'avion, donc la grosse boule sur actuateur, donc les vérins qui font bouger dans tous les sens, ultra fidèles. Et finalement, quelle est la position de ces quelque part simulation bas coût? On pourrait dire que ces gros simulateurs sophistiqués sont là pour apprendre les gestes, le physique, le corps. Et ces simulateurs bas coût, finalement, sont là pour apprendre les procédures, donc faire travailler l'esprit. Même si on n'est pas hyper fidèle à la machine, parce qu'il y a des choses qu'on n'introduira pas dans ces logiciels grand public, on peut travailler avec et on travaille avec. Oui, parce que dans une phase d'entraînement ou d'apprentissage, il y a toujours des objectifs pédagogiques. Et donc finalement, la simulation est faite pour répondre à ces besoins pédagogiques. Comment on gère les licences? En théorie, les licences sont accordées à l'individu chez lui, à domicile? Alors ça, c'est la difficulté du Serious Game, puisque finalement, les Serious Games sont faits par qui? Eh bien, ils ne sont pas faits par les systémiers, donc ceux qui fabriquent les vrais systèmes d'armes. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir des accords, soit des partenariats, soit par une cession, des données liées à ces systèmes d'armes pour les mettre dans ces simulations issues du monde du jeu. Et ça, c'est pas toujours évident. Et si c'est pas possible, il va falloir faire avec, puisqu'on n'a pas le choix, quoi. Donc, c'est un vrai enjeu industriel. Je vais venir vers vous, colonel Olivier Bertrand, maintenant. Refaire une définition de la SMR, la simulation massive en réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour répondre à la question, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour expliquer pourquoi on vient sur la simulation massive en réseau. En réalité, vous savez que les armées sont équipées de simulateurs, comme l'ont dit les intervenants précédents. Et donc, dans l'aéronautique et pour les pilotes, on a des gros simulateurs d'avions qui permettent aux pilotes de prendre en main
et de se familiariser à l'environnement de leur vecteur, de prendre en main également le système de navigation et d'armes qui est dans ce vecteur, et ça leur permet de s'entraîner également à la mission opérationnelle à laquelle ils sont affectés. Pour autant, ces simulateurs ont des limites. La plupart d'entre eux sont des simulateurs dont on dit qu'ils sont en stand-alone, c'est-à-dire qu'on est tout seul dans sa cabine et que de fait on ne peut pas interagir avec d'autres acteurs. Et pour le simulateur Rafale, on a quelques possibilités supplémentaires et grosso modo on peut dire qu'on peut s'entraîner à une mission avec quelques acteurs d'une même flotte de Rafale entre Saint-Dizier par exemple et Mont-de-Marsan, mais de toute façon on est quand même très limité à la fois en nombre d'acteurs et il n'y a pas de perméabilité avec d'autres intervenants que la flotte sur laquelle on sert. Et donc de fait, plus la mission à laquelle on doit s'entraîner devient complexe et moins les simulateurs existants sont adaptés pour préparer nos équipages et nos équipes opérationnelles à la mission qu'ils ont à effectuer. Il faut remettre dans le contexte qu'une mission aérienne un petit peu complexe peut engager plusieurs dizaines d'acteurs, plusieurs dizaines d'avions de types très différents. Ça peut être des avions de chasse, bien évidemment, des Rafales, des Mirage 2000, mais également des avions de transport, des hélicoptères, des avions ravitailleurs, des AWACS, et même parfois des troupes au sol. Donc l'idée, c'était de dire on a besoin d'un outil qui nous permette de nous entraîner tous ensemble et de créer cette interactivité que vous avez évoquée et pour lesquelles on n'avait pas les outils adaptés. Et donc de fait, le projet de simulation massive en réseau consiste à répondre à ce besoin opérationnel. Je reviens juste un peu sur le mot massive parce qu'il est nécessaire pour nous de multiplier le nombre d'acteurs sur une même flotte, c'est-à-dire si on parle du Rafale, de dire on en veut 10, 20 pour une même mission, mais également de façon verticale, c'est-à-dire de connecter ensemble tous les acteurs, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Si on prend un simulateur Mirage 2000 et un simulateur Rafale, on a les plus grandes difficultés à les connecter ensemble. De fait, la simulation massive en réseau est destinée à répondre à la préparation opérationnelle des forces. Pour ça, on s'appuie sur les technologies évoquées, donc des jeux en ligne, et donc du serious gaming. Et donc, on a fait un assemblage de technologies existantes. Et l'innovation consiste à ce qu'on appelle une innovation d'usage, c'est-à-dire qu'on détourne l'objectif principal qui était le jeu en ligne pour en faire un outil de préparation opérationnelle. Et de fait, ça permet de répondre à un certain nombre de besoins, donc un entraînement de plus haut niveau pour nos équipages, ça leur permet de s'entraîner à la coordination. Ça leur permet de s'entraîner en s'affranchissant des contraintes de la vie réelle, typiquement la disponibilité des avions, les contraintes des conditions météorologiques et aussi les contraintes du temps de paix. Par exemple, si on a besoin de faire une accélération supersonique pour terminer une interception, on peut le faire dans le monde virtuel, alors que dans le monde réel du temps de paix, on a des contraintes qui nous empêchent de le faire. Donc ça permet de répondre et de compléter l'entraînement du temps de paix et l'entraînement en vol, je dirais, de façon très considérable. Je tiens à préciser toutefois que ce maillon vient combler un espace entre les simulateurs, je dirais, qui permet de se familiariser et l'activité aérienne, mais en aucun cas ne se substitue à l'un ou à l'autre. C'est vraiment un complément qui ne remet absolument pas en question l'existence des simulateurs existants. On a su lister les capacités, les compétences qu'on entraîne avec cet outil. Alors, est-ce que pour chaque jeu, par exemple, on a une définition précise des capacités qu'on entraîne ? Alors, comme je disais, pour s'entraîner vraiment finement à la connaissance du système, on utilise les simulateurs qui sont existants. En revanche, là, ce qu'on veut, c'est travailler la coordination entre les différents participants et la cohérence d'un scénario. Et de fait, on peut se satisfaire d'ensemble de simulations d'entraîneurs plus simplifié, puisqu'il s'adresse à des gens déjà qualifiés, et donc l'environnement peut être extrêmement simplifié. Ce qu'il faut simplement, c'est que ce soit immersif, hein, donc on utilise beaucoup la réalité virtuelle, et ça permet aux opérateurs, aux pilotes, d'être instantanément immergés dans une scène opérationnelle, au milieu d'autres acteurs avec lesquels ils peuvent échanger des informations, communiquer et mener une mission en commun. Est-ce que vous avez des questions ? On va laisser
On ne voit pas trop avec la lumière, mais la parole à la salle. Je ne sais pas si les micros sont disponibles ou pas, mais est-ce que vous avez des questions à ce moment de l'échange pour nos experts qui sont là sur la simulation massive en réseau, sur l'utilisation de ce serious game dans les armées? Merci madame d'amener un micro. Vous levez la main très simplement, on va vous donner un micro si vous avez des questions ou encore des interrogations. Vous êtes très très clair. Hein. Allez, je vous redonnerai la parole. Vous levez... Ah, merci pour la lumière. Si vous le souhaitez, on y voit beaucoup mieux. Vous levez la main quand vous le souhaitez pour poser une question. Maintenant, on vous voit très très bien. Il ne reste plus qu'à ce qu'on vous entende. Sur l'e-sport, on a commencé à parler d'e-sport. Je vais revenir avec vous, Emmanuel Forçant, là-dessus, sur l'e-sport, sur les capacités qu'on entraîne et qu'on attend du e-sport. Alors, il n'y a pas que l'e-sport. En fait, à partir du moment où on joue, on développe des capacités, ce qu'on appelle ces soft skills. Ce qui est très à la mode en ce moment, en plus sur les CV, il faut développer ces soft skills. Donc, déjà, juste le jeu vidéo, sans avoir pour objectif d'apprendre quoi que ce soit, à partir du moment où on joue à un jeu vidéo, il y a un certain nombre de capacités qu'on va développer. Par exemple, l'adaptation. Donc, dans un jeu vidéo, on change d'univers, on change d'environnement, on passe d'un niveau à l'autre, etc., etc. Donc, il faut s'adapter. Il y a la réactivité, évidemment. Donc, au cours du jeu, il y a des dangers qui sont imprévisibles qui arrivent et qui obligent le joueur à être réactif. Donc ça augmente aussi les réflexes des joueurs. Il y a tout ce qui est coordination. C'est quelque chose d'extrêmement important, mais mine de rien, d'arriver à coordonner son œil, dire ce qu'on voit, sa main, ses doigts. Souvent, il faut utiliser un joystick avec plusieurs boutons, voir la souris plus le clavier, etc. etc. Donc, c'est une coordination gauche-droite et c'est un entraînement qui est extrêmement important pour le cerveau. Il y a tout ce qui est évidemment raisonnement stratégique. Hein. On adapte ces stratégies en fonction des modifications, des conditions de terrain, etc. etc. Il y a la communication interpersonnelle, on en a parlé là. En jeu en équipe, on va développer sa communication, ses capacités de communication. Il faut être concis, il faut être précis, il faut être rapide. Quand on est en jeu et qu'on joue en équipe, on n'est pas tout seul. Il faut informer les autres qu'il y a un danger, qu'on fait une attaque, qu'on s'organise comme ci, etc., etc. Donc voilà, la communication interpersonnelle, mine de rien, c'est extrêmement complexe, subtil et ça demande de l'entraînement. Et évidemment, l'esprit d'équipe, quand on joue à plusieurs, ça paraît enfoncer les portes ouvertes, mais c'est important, on développe l'esprit d'équipe. Et je vais très vite sur le reste. Après, quand on passe du côté e-sport, c'est-à-dire qu'on s'investit encore plus dans un jeu, mais encore une fois, je reste sur l'e-sport, le jeu vidéo, pas forcément le serious game, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intention d'apprendre quoi que ce soit. Mais là, sur les capacités visuelles, notamment développées grâce à l'e-sport, il y a tout ce qui est perception des profondeurs. En fait, donc, on développe cette capacité à percevoir et interpréter une vitesse de déplacement d'un objet dans un espace donné. C'est précis, mais c'est extrêmement important, je pense notamment aux pilotes. Dans l'armée de l'air, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc toutes les capacités visuelles, ce qu'on appelle la flexibilité visuelle, donc c'est la convergence et la divergence oculaire, cette capacité à faire le point de loin ou de près et de changer cette capacité extrêmement rapidement. Un pilote de chasse, il faut qu'il regarde à la fois au loin et à la fois ses instruments et faire ça sur des microsecondes. Il y a tout ce qui est tracking, suivi et poursuite d'objets en mouvement. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être capable de suivre des objets. Encore une fois, je parle de jeux vidéo, je ne parle pas de simulation professionnelle et pour l'armée. La vision périphérique, on est sur un écran, on regarde un point très précis, mais en même temps, il faut vérifier qu'aux quatre coins de l'écran, il n'y a pas des ennemis qui arrivent, il n'y a pas des attaques qui se préparent, etc. etc. Et tout ce qui va être encore des capacités attentionnelles sur l'attention soutenue, sélective, divisée, focalisée, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, enfin on peut si vous voulez. Mais oui, ça fait une jolie liste déjà et ça se recoupe vraiment avec ce que disait tout à l'heure le colonel Olivier Bertrand sur ses attentes en termes de formation. Laurent Tard ? Oui, je voudrais réagir parce qu'en fait, il y a quand même une question qu'on peut se poser avec la simulation, c'est est-ce qu'on peut tout faire avec la simulation ? Et quelle est la différence entre la simulation professionnelle et puis la simulation, on va dire, ludique ? Alors, en fait, il y a une notion de modèle dedans et de fidélité à la réalité. Et en fait, il y a un piège qui se cache derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle le negative trading.
En fait, quand on fait de la simulation dans le champ de l'apprentissage, il y a deux métiers principaux, on va appeler ça comme ça, la formation et puis l'entraînement. La formation, elle est orientée sur finalement la découverte du système. Donc, par exemple, si je prends, je veux former un garagiste à faire des vidanges, eh bien, grâce à la formation, il va pouvoir découvrir ce que c'est qu'une voiture. Enfin, grâce à la simulation, il va pouvoir découvrir ce que c'est qu'une voiture, un train, des 4 roues, un moteur, etc. Et si on doit lui dire fais une vidange, eh bien, grâce à ça, il va savoir où est le bouchon de vidange d'une manière générale, et voilà. Et puis quand il va s'entraîner, là, on a besoin de fidélité par rapport à la réalité parce que il va apprendre des procédures, des réflexes. Donc s'il a une simulation qui lui met un bouchon de vidange à l'arrière et pas à l'avant, quand il va arriver devant le système réel, eh ben, il va être un peu perdu. Alors la vidange, c'est assez simple, mais je prends par exemple en conduite, hein, si on apprend de mauvaises procédures en conduite, l'issue peut être dramatique. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, la différence, pour finir sur ce qui est jeu ludique et jeu professionnel, c'est justement cette fidélité par rapport à un exercice. Dans les jeux, on fait en sorte que ce soit ludique, donc il faut capter le joueur, il ne faut pas qu'il s'ennuie. Alors que dans une simulation militaire, il faut être plutôt fidèle à la réalité, ce qui fait que quand, par exemple, on va se déplacer, ça va être lent, ça va être long, ennuyeux, mais parce que c'est ça la réalité, c'est à ça qu'il faut entraîner le militaire. Merci pour cet apport. À quoi ça ressemble la cabine, mon colonel? Qu'est-ce qu'on a dans la cabine? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on utilise? On a les manettes de jeu habituelles, des commandes déportées. Qu'est-ce qu'on a? Alors, les entraîneurs avec lesquels on travaille, concrètement, le besoin, c'est extrêmement simple. C'est un ordinateur et un écran ou un casque de réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment très simplifié. Et le châssis qu'on peut mettre autour, c'est juste un habillage qui permet à l'opérateur ou au pilote de s'immerger déjà physiquement dans un environnement qui est son environnement de travail. Alors, pour piloter son système, il a quand même besoin d'avoir des commandes qui sont le plus fidèle possible à celle dont il dispose dans son système d'armes. Et donc, il a ce qu'on appelle des joysticks, avec les commandes sur les joysticks qui lui permettent donc de piloter son système d'armes et donc de prendre les décisions qu'il prendrait s'il était dans une mission réelle. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très simplifié par rapport aux simulateurs existants, mais qui permet de compléter la formation au travers de l'immersion et de l'immersion dans un contexte où il devra prendre des décisions. Car c'est ça qu'on recherche, c'est cette prise de décision, ce que j'appelle le management de mission, et donc c'est le mettre dans des conditions où il va devoir réagir avec les autres acteurs. Typiquement, il peut prévoir une mission avec un plan de vol, par exemple, et des conditions météorologiques. Et là, on peut injecter des événements en disant les conditions météorologiques ne sont pas celles qui sont prévues. Comment faites-vous maintenant? Ou alors, vous avez prévu de décoller avec 8 avions et il n'y en a que 6 qui décollent. Comment vous répartissez vos objectifs? Comment vous réajustez votre plan de tir? Comment vous adaptez à ce changement? L'hélicoptère qui était prévu que vous deviez protéger arrive avec 10 minutes de retard. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut entraîner. Et pour ça, on a besoin d'un environnement qui est très simplifié par rapport à un système réel et donc, à l'évidence, aussi beaucoup moins coûteux. On peut quitter quelques instants la France. Est-ce que toutes les armées ont besoin de cette chose dans le monde aussi? Est-ce que ça évolue comme ça partout dans le monde ou est-ce c'est une spécificité française? En fait, ça évolue dans le monde entier où on s'inspire de ces simulateurs-là et on essaie de représenter le plus vite possible. Pour ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, ils peuvent aller consulter nos alliés, notamment les Américains ou les Britanniques, qui eux aussi ont installé des salles de jeux vidéo, enfin de simulation massive en réseau, de façon à représenter de manière relativement simple ce type de système. Typiquement, sur un système un peu plus pro, si vous allez sur la base de Cognac, l'entraînement sur le PC-21, les pilotes effectivement s'entraînent sur la machine, mais ils ont un entraîneur. Et d'ailleurs, c'est bien ce thème d'entraîneur qui leur permet de s'entraîner sur la boutonite, etc. et la manière de travailler sur l'avion qui le représente physiquement. Je voulais apporter un commentaire sur la partie cognitive. Donc ça, c'est de source ouverte. Une université anglaise a fait très récemment une étude sur des anciens athlètes d'e-sport. Alors dans l'e-sport, c'est presque comme dans le foot. Vous commencez votre carrière à 15 ans et a priori, vous la finissez vers 25. Donc autant dire qu'à 50, on est déjà largement au-delà du game. Et en fait, ils ont remarqué que on développait des capacités cognitives, ou du moins des soft skills, pour certains métiers. Et donc je vous les donne en mille. Ces 3 métiers sont pilote de drone,
pilote de chasse et contrôleur aérien. Et très récemment, la FAA, donc l'équivalent de l'aviation civile française, a été recruter les futurs contrôleurs aériens dans le milieu des gamers parce que justement, ces gens-là développent des capacités particulières qui sont utiles à ce type de métier. Vous avez parlé du PC-21, c'est le nouvel avion d'entraînement. Le PC-21, c'est le nouvel avion d'entraînement qui est sur la base de Cognac, effectivement. Est-ce que vous avez des questions, des apports, des idées? Alors peut-être nous parler vous aussi de votre expérience avec monsieur. Alors je sais pas où sont les micros, voilà, on va le dernier rang. Bonjour monsieur. Merci. Une petite question, puisque vous avez évoqué les autres armées. Est-ce que parfois des entraînements interalliés, dans le cadre de l'OTAN ou de la BFA par exemple, ont lieu sur des simulateurs pour revoir la coopération, la pratique des cadres d'ordre ensemble, des choses comme ça? Colonel Bertrand. Alors l'armée de l'air travaille effectivement sur des coopérations interalliées. La difficulté aujourd'hui, c'est de se mettre d'accord sur les protocoles et sur les informations qu'on s'échange dans le cadre de ces missions simulées. Mais à votre question, oui, ces échanges et cette volonté de créer des environnements de simulation interalliés existent effectivement et on travaille effectivement sur ces sujets. Merci de votre question. Qui prend la main pour une autre question, une réaction? Enfin, pour compléter aussi cette réponse, donc, en dehors de l'armée de l'air, ça se fait également. Et je dirais même que la simulation était bien un moyen pratique qui permet cet entraînement interallié. Il y a un exercice qui est organisé par la Suède qui s'appelle Viking, qui est orienté sur les missions de soutien de la paix. Eh bien, ça fait 15 ans qu'ils organisent des exercices très ambitieux, puisque ça regroupe une vingtaine de pays, une vingtaine d'ONG réparties dans au moins 7 pays. Donc c'est la simulation qui apporte cet environnement virtuel partagé à tout le monde et qui permet de travailler ensemble. Merci pour votre rapport. D'autres questions avant qu'on referme cette table ronde et cet échange? Mon colonel et monsieur ensuite, s'il vous plaît. Oui, c'est juste pour compléter ce que vient de dire Laurent Tard, en précisant que l'armée de l'air a mené donc, au début du mois d'octobre, il y a un mois et demi, une mission complexe, une mission combinée, totalement virtuelle, et que les opérateurs étaient répartis sur 8 bases aériennes différentes, donc répartis sur tout le territoire métropolitain, et donc chacun chez lui, dans son unité, sur un entraîneur reflétant son système d'armes, a pu donc se retrouver avec les autres acteurs dans le cadre d'un scénario d'une mission complexe qui avait été préparée et pilotée depuis la base de Mont-de-Marsan. Donc on a fait cette démonstration de capacité il y a quelques semaines seulement, et donc on a vu effectivement à quel point cet outil de simulation massive en réseau répondait effectivement aux besoins de préparation opérationnelle des forces, et donc aujourd'hui on travaille maintenant sur la duplication de ce système et la pérennisation au sein de toutes les unités opérationnelles. Merci mon colonel. Monsieur, bonjour. Allez-y, dites-nous, on vous entend, vous n'êtes pas très loin, on vous entendra bien. L'ASMR et l'intelligence artificielle. Ouais. Un micro est à votre droite, ça y est. Merci beaucoup. Donc, une question sur l'ASMR et l'intelligence artificielle et le lien entre les deux sujets. Est-ce que l'ASMR ne serait pas le moyen de préparer la future intelligence artificielle d'un SCAF, d'un système de combat aérien futur? Puisque l'intérêt de l'ASMR, c'est de pouvoir jouer des combats de manière totalement dématérialisée, sans limitation de combat, puisque ça a été très bien expliqué tout à l'heure, quand on s'entraîne avec des moyens aériens réels, live, donc on est limité par un tas de contraintes, ça a été dit tout à l'heure. Donc l'intérêt de l'ASMR, c'est de pouvoir dématérialiser, contourner toutes ces contraintes et donc stocker de la data, puisqu'on voit bien que la data, et notamment la data d'un système de combat, ça devient absolument clé. Donc si on met en perspective en particulier une menace potentielle future qui est l'essaim de drones, piloté ou surveillé ou contrôlé par un cloud de combat, est-ce que l'ASMR, ce n'est pas l'enjeu majeur de l'intelligence artificielle, du développement d'une intelligence artificielle de combat? Je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais, colonel de Saint-Nicolas là-dessus. Assez clair. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que, comme vous le dites, ce système d'information qu'est le simulateur de combat va collecter de la donnée. Typiquement, on va collecter des signatures de pilotage de ces avions-là
et notamment même au pilote près, puisque je pense que chaque pilote a une manière différente de piloter sa machine, et qu'effectivement cette donnée-là, elle est collectée, elle sera collectée, et que les données seront à terme analysées et utilisées pour d'autres usages. Et effectivement, on travaille dans le cadre du combat collaboratif, qui est les prémices ou qui sera inséré dans le système de combat aérien du futur. Donc, est-ce que ça va servir à éduquer une intelligence artificielle plus tard, peut-être pour ce qu'on appelle le Loyal Wingman, c'est-à-dire le drone ou l'avion autonome qui sera à côté? Peut-être. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Sur la SMR, c'est d'abord l'entraînement des pilotes, mais effectivement, à terme, il est possible, il est probable de collecter ces données afin de faire d'autres usages. D'autres questions? Il nous reste le temps d'une ou deux questions avant de refermer cette table ronde. Madame, s'il vous plaît, dans la rangée centrale. Voilà, un micro arrive pour vous. Bonjour madame. Bonjour, je voudrais savoir quelle est la place des casques de réalité virtuelle dans tout ça. En fait, c'est ce que venait de dire le colonel Bertrand, c'est que si vous allez sur le stand là-bas, vous avez des casques de réalité virtuelle qui sont déjà en place. Dans les autres entraîneurs pour les avions de chasse, ce sont aussi des casques de réalité virtuelle. Donc il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Il faut savoir aussi que la réalité virtuelle, on l'utilise aussi pour l'enseignement de nos sous-officiers, par exemple, à Rochefort. Typiquement, pour enseigner à un sous-officier à parquer un avion, ce qu'on appelle du marshalling, on ne va pas déplacer un Rafale sur la base de Rochefort. Donc on les équipe d'un système de réalité virtuelle et ils vont apprendre en fait à parquer un avion de manière complètement virtuelle. Après, il ne faut rien s'interdire. On parle de casque de réalité virtuelle, mais si vous allez sur YouTube, il y a une super vidéo où c'est de la réalité mixte. C'est-à-dire que la personne, elle met son casque, elle a un cockpit quasi réel et elle voit en réalité virtuelle ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est complètement intégré dedans. Le challenge qu'il y aura plus tard, et je pense que Laurent Tard ne me démentira pas, c'est de mettre en place des standards pour que tous ces systèmes soient interopérables de manière à créer un vrai cyberespace ou entre guillemets métavers, puisque c'est le terme qui est consacré aujourd'hui, de façon à ce que nous nous entraînions tous, quelle que soit l'armée ou le pays, dans le même type d'univers. Colonel Bertrand. Oui, si je peux compléter la réponse du colonel de Saint-Nicolas, l'intérêt des casques de réalité virtuelle, je vais le résumer en un seul mot, immersivité. C'est-à-dire que dès lors que vous mettez le dispositif sur les yeux, vous êtes dans la scène. Et ça, c'est fondamental parce que ça permet, indépendamment de l'environnement physique qui vous entoure, vous êtes détaché, extrait de cet environnement physique et vous êtes dans la scène. Et de fait, vous pouvez effectivement conduire votre entraînement, votre préparation opérationnelle dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes avec vous, les autres acteurs qui sont à 500 km, mais vous êtes avec eux, dans la scène. Et immergé. Donc, immersivité. Une dernière question. Il nous reste 2 minutes 30. Monsieur, on va venir vers le premier rang, s'il vous plaît, vers la caméra. Bonjour, monsieur. Non, on va changer de micro. Regardez, hop, voilà, il est à votre gauche. Bonjour. Oui, vous avez parlé d'un recrutement dans le jeu vidéo, notamment sur le domaine de l'aviation. Ce recrutement, il est fait à partir de quel genre de jeu vidéo, comme par exemple Condor ou Flight Simulator? Alors aujourd'hui, on n'en est pas à utiliser le jeu pour l'entraînement. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la création, le recrutement, c'est l'objet de la création de l'association LNX. Il y a deux aspects. Il y a un aspect entrer dans le monde de l'e-sport, ou de moins avoir un hub qui nous permette d'entrer dans ce monde-là. Mais encore une fois, on va d'abord se consacrer à construire notre collectif au sein des armées avant d'être légitime dans ce domaine qui est quand même très très sélectif. Ensuite, l'autre objet de cette association, les membres sont là, c'est de voir les outils qui nous permettraient éventuellement de faire du recrutement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas en place. Néanmoins, si vous êtes sur fan de simulation d'aviation, DCS World ou Microsoft Flight Simulator, aujourd'hui, il y a un top pilote qui est organisé par une société, c'est un challenge de pilotage. Donc il y a eu un pilotage de précision pour la partie aviation civile. L'année prochaine, ce sera la partie combat aérien. On peut bien imaginer que les données qui remontent dans le cadre de ce jeu-là, alors ce n'est pas utilisé par l'armée de l'air, parce que nous, on a juste mis ça en publicité parce qu'on s'est un petit peu associé à ça, mais on peut très bien imaginer dans un futur plus ou moins proche ou lointain qu'on puisse recruter par ce biais-là. Néanmoins, quand vous passerez vos tests de sélection pour entrer dans l'armée de l'air, je peux vous garantir qu'on vous mettra sur un entraîneur avant de vous donner un véritable manche.
Merci à tous et tous de vos questions. Merci beaucoup de vos apports à tous les quatre dans ce rendez-vous. Je pense qu'on peut aller passer un peu de temps maintenant sur le stand de la SMR. On peut découvrir en réalité ce que tout à l'heure Colonel Bertrand vous avait expliqué, ces écrans, ces outils qui sont utilisés. Il y a deux ou trois exemplaires qui sont posés là sur le stand. Il y a pas mal d'informations aussi sur défensegouv.fr, le site internet des armées sur lequel vous retrouvez des infos sur la SMR. Merci beaucoup de votre participation. On se retrouve dans quelques instants pour la suite sur le stand et merci à tous et toutes de vos questions cet après-midi et de votre visite sur le forum Innovation Défense.